bonjour à tous. Alors, on va passer rapidement sur ma présentation. C'est un exercice que j'aime pas du tout. Je suis le président de la financière des paiements électroniques. C'est celle qui distribue le compte nickel, ce qu'on appelle le compte sans banque, qui est accessible à tous et qui est disponible uniquement chez les libéralistes et qui se voulait être une alternative crédible au système bancaire existant. Ma formation, je suis un ingénieur. Je suis un ingénieur de technologie en génie électrique et en intelligence artificielle. C'est un diplôme que j'ai eu sans aucun problème parce que je suis tout simplement passionné depuis l'âge de 10 ans et je pense que cette passion m'a jamais quitté jusqu'à maintenant. Et donc j'ai réussi à obtenir un peu, à monter tous les échelons sans aucun problème. J'ai une expertise en technologie, on l'a rappelé tout à l'heure, la carte à puce, les navigos, les passes, les recharges mobiles téléphonées, pardon, plutôt téléphoniques, et là dernièrement, le compte nickel et le compte sans banque. Alors la première question à laquelle je voulais répondre, et en fait je ne me la suis pas posée tout de suite, et je ne me la suis pas posée quand j'ai conçu le compte nickel, mais c'est pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'on ne fait jamais rien, on ne fait jamais du social ou du solidaire ou de l'humanitaire pour rien. Et la question que je voulais me poser et dont j'ai fini par trouver la réponse, je l'ai posée bien après, je me suis dit c'est quoi qui m'a motivé là-dedans. Alors comme je vous l'ai dit avant, je suis un serial entrepreneur, ça veut dire en gros quelqu'un qui réussit, ou même comme j'ai entendu, un riche. Et finalement, une fois qu'on a réussi à exister socialement, qu'on a peut-être prouvé à cette société qu'on avait réussi, on sait pas grand-chose encore, on ne sait pas prouver grand-chose à soi-même. Et je me suis dit, ça devient un besoin personnel. J'aimerais réinventer un vrai nouveau modèle. Et je voudrais que ce modèle il soit profitable. Parce que c'est un des problèmes quand on parle du social et solidaire, c'est qu'on ne veut pas parler du profit. Il y a un mot honteux qui est l'argent, qui est le profit, qui est l'investissement. Mais ça, je voulais absolument qu'il soit profitable. Mais un business qui est profitable, ça peut être aussi un business qui est moral, ça peut être un business qui est responsable, ça peut être un business qui est respectueux. Et je ne vois pas pourquoi on devrait confronter ces deux mondes et pourquoi on ne pourrait pas trouver le meilleur et assembler le meilleur de ces deux mondes. Je voulais faire un modèle avec du sens et j'ai envie de dire, je m'en fichais complètement de bouleverser les habitudes, d'aller ouvrir un compte bancaire chez un buraliste, bien que ça surprenait tout le monde et que tout le monde me disait mais t'es fou, ça ne marchera jamais. Tant pis, on bouleversera les habitudes, mais le but c'est de responsabiliser les gens, de les responsabiliser pour les aider, parce que je pense que la meilleure façon d'aider les gens, c'est de ne pas leur dire, mais c'est de leur donner des outils qui leur permettent justement d'évoluer et d'aider. Je voulais faire quelque chose vraiment de grand, je voulais faire quelque chose vraiment de nouveau, mais je voulais plus que tout faire quelque chose de vraiment rigolo. Et je vous dis que quand on s'attaque aux banques, c'est vraiment rigolo. Je voulais vraiment faire quelque chose dont j'étais fier à 200%. Et pour moi, franchement, il n'y a rien qui est impossible, il suffit juste d'oser. Alors, l'économie sociale et solidaire, est-ce que c'est compatible? Au départ, quand les organisateurs du TEDx m'ont demandé d'intervenir, ils m'ont dit Riyad, tu as fait le compte nickel, c'est le truc pour les pauvres, c'est bien, c'est économie sociale et solidaire. Waouh, waouh, je voulais faire un truc beau et on me raconte c'est le truc pour les pauvres, économie sociale et solidaire. Alors j'ai été vexé. Franchement, très honnêtement, j'ai été vexé parce que mes premières impressions, je ne connais pas du tout l'économie sociale et solidaire et j'ai entendu que ça s'appelait ESS, donc on a même trouvé un sigle. Je ne connaissais pas du tout, mais moi, dans mon idée, l'économie sociale et solidaire, c'était vieux, c'est poussiéreux, c'est pas dynamique, c'est pas compétitif, ça va demander des fonds en permanence. Et j'étais pas tellement. Je me suis dit, mais alors c'est quoi pourquoi j'ai cette notion-là? Pourquoi j'ai cette notion qui me dérange tellement? Pourquoi je ne suis pas content d'être placé là-dedans? Parce que finalement, c'est très louable, économie, sociale, solidaire. La première chose, je me suis dit, je vais regarder tous les mots social. Pourquoi social? Ça veut dire quoi social? Ça veut dire qu'il est utile à la société. Est-ce qu'on doit préciser que l'économie doit être utile à la société? Est-ce qu'on est obligé de rajouter économie sociale? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'économie n'est pas sociale et qu'en rajoutant du social, finalement, on va la rendre un peu plus agréable, un peu plus avenante. J'ai eu un autre sujet qui m'a dérangé, c'est le solidaire. Moi, je veux bien qu'on soit solidaire, c'est super louable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a créé tellement d'injustices dans cette économie qu'il va falloir qu'on rajoute de la solidarité pour compenser, faire une forme de magma. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis quand on parle de solidarité, c'est bien d'aider les plus démunis, les exclus, etc. Mais moi, j'ai une question à poser, et je suis désolé, mais qui paye? Tout le monde? Comme vos impôts, comme vos cotisations d'assurance? Qui paye? Les pauvres? On a l'habitude, on les fait payer tout plus cher, les frais d'incident, les commissions d'intervention, les loyers, le téléphone, etc. Les pauvres. Les riches? On a dit déjà qu'ils se partaient partout et qu'on va tous se retrouver entre pauvres. C'était ça? Qui paye? Mais il faut se la poser la question. Et dans l'économie sociale et solidaire, je suis désolé, mais il y a de l'économie. Et il ne va pas falloir qu'on se cache derrière notre petit doigt. L'économie, c'est de l'investissement. L'investissement, c'est de l'argent.
c'est des risques aussi. On prend des risques quand on fait de l'économie. Il y a des coûts, il y a de la rentabilité, il y a du profit, et ça, il faut l'assumer de façon décomplexée. Et toute cette économie, il va falloir qu'elle soit supportée par quelqu'un, il va falloir aussi que quelqu'un en profite, et ça me paraît logique. Mais le pire dans tout ça, quand j'ai vu l'économie sociale et solidaire, je me suis dit, c'est surtout l'aveu que l'économie, elle est ni sociale, ni solidaire. Et là, je me suis dit, et si on rééquilibrait cette économie? Et si on arrivait à faire une finance qui soit et sociale et solidaire? Et là, je me suis dit, chiche. Alors, j'étais tout seul au départ. Je suis resté tout seul un peu longtemps. Et puis après, à force de dire ça, il y en a, ils m'ont dit, mais ouais, chiche, c'est un peu le film qu'on voyait tout à l'heure. Hein, c'est le deuxième, voilà, et le troisième, et le quatrième. Aujourd'hui, on est 48. Alors, après, si les derniers chiffres que j'ai se confirment, c'est ce qu'on appelle le compte nickel et ce qu'on appelle un succès. Et j'en suis extrêmement fier. Et je me suis dit, je vais essayer de faire le chemin à l'envers, de rebobiner le film et me dire, là-dedans, il y a eu quoi comme ingrédients? C'était quoi les ingrédients qui ont fait que cette économie qui pouvait être sociale et solidaire, cette finance, ou cette économie tout court, cette finance 3.0, puisqu'on parle de la société 3.0, parlons de la finance 3.0. Je sais qu'il y a une finance 2.0 qui existe, mais je ne sais plus bien ce qu'elle fait. Je ne sais pas bien regarder, alors je me suis dit, on va passer directement au 3.0 et on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Et la première chose qu'on doit mettre dedans, et plus que tout, ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas de la volonté, c'est des convictions. Il faut être convaincu. Sinon, vous n'irez nulle part. Vous êtes en train de faire des changements de modèle, on est en train de faire des changements de modèle, notre société elle est en train de changer, notre société elle est en train de se réinventer. Mais elle ne se réinvente plus par idéologie, elle se réinvente par besoin. Et donc, si vous voulez rentrer là-dedans, si vous voulez ouvrir la brèche, il va vous falloir des convictions. Le deuxième ingrédient qu'il faut dans cette cuisine de finance 3.0, il faut de l'économie. Mais de l'économie réelle, la version 1.0. Pas la version où on gagne 10 millions avec 2 clics de souris et on perd 10 millions avec 2 clics de souris. De la version avec de l'économie réelle. Pas le troc, la monnaie, la première monnaie qu'on avait. Celle où on échangeait, etc. Où en gros, finalement, on réapprenait à vendre un service avec un profit raisonnable en échange. Voilà. Dans cette finance 3.0, et là je l'ai entendu plusieurs fois et tout le monde en est conscient, il va falloir qu'on mette la technologie. Mais rien que la technologie 2.0, je pense on n'a pas encore épuisé toutes ses capacités. On s'en aperçoit au fur et à mesure de votre TEDx certainement que cette technologie, même existence, on n'en a pas encore fait le tour. Et donc cette technologie 2.0, pour moi, elle est amplement suffisante. Je n'ai pas besoin du 4G, je n'ai pas besoin du paiement sans contact. Déjà qu'il me fasse marcher le 3G, ça me suffit. Je n'ai pas besoin du 5G non plus. Un autre point qu'on arrive à trouver, c'est un peu plus rare, il faut chercher un peu plus loin, mais il nous faut des talents aussi. Il nous faut des talents parce que c'est grâce avec des talents que vous pourrez aller loin. Et comme j'aime dire, c'est vrai que souvent quand je suis tout seul, je me dis c'est bien, je vais plus vite, mais quand on est nombreux, on va vraiment plus loin. Un point, et celui-là, il faudra que vous le gardiez au long de votre activité, c'est de l'audace. Il faut jamais cesser d'oser. Deux sentiments qui sont super importants en fait et qui vous permettent de certainement prendre votre mal en patience sans même vous rendre compte que c'est du mal, c'est l'inconscience et la naïveté. Il faut être sacrément inconscient et sacrément naïf. Quand j'ai voulu créer les comptes nickel, je m'étais dit, on a commencé en 2011, je me suis dit c'est 3 mois. Bon, ça a juste duré 3 ans. Donc, mais le problème, c'est un peu comme les balades en montagne. Vous savez, vous êtes parti pour 1 heure et puis au bout de 2 heures, on vous dit que vous n'êtes plus qu'à la moitié, quoi. Alors vous dites, on fait quoi? On revient en arrière ou on continue? Eh bien, on a continué et j'ai continué comme ça pendant 3 ans. Et puis avec tout ça, et ça c'est vrai pour tout, eh bien, il vous faut de la chance, mais je vous promets que quand vous avez des convictions, quand vous mettez l'économie réelle, quand vous mettez de la technologie, quand vous mettez tout ça, eh bien, la chance elle vient à vous et vous n'avez plus qu'à la saisir. Alors ça c'était pour les ingrédients. Maintenant, si on s'intéresse un peu au mode d'emploi, je reviens sur ce que je dis et il va falloir oser, toujours oser. C'est un des problèmes de notre pays. Notre pays, il a peur de lui-même. Plus personne n'ose. La réponse par défaut, c'est pas possible. Moi, quand j'ai dit on va ouvrir des comptes bancaires dans des bars tabac, on m'a dit c'est pas possible. Parce qu'on n'a jamais fait comme ça. On n'a jamais fait comme ça. Ah, alors donc c'est pas possible, donc on s'arrête là? Non, faut continuer. Et il y a aussi une des choses que j'ai vues, c'est que souvent, les gens, quand ils cherchent une solution, tout le monde regarde dans le même sens. Tout le monde explore des pistes qui ont déjà été explorées. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on doit faire, c'est apprendre à balayer ses certitudes et apprendre à faire un 360 degrés autour de nous-mêmes, regarder ce qui est possible, sans a priori et sans certitude. Un point qui fait partie de la finance 3.0, si on veut éviter les dérives et si on veut éviter après d'y mettre un côté solidaire, c'est qu'on va mettre de la responsabilité et du respect.
Mettre de la responsabilité et du respect, ça veut dire déjà, au niveau du respect, ça veut dire déjà une égalité de traitement. À même service, même prix. C'est marrant, dans la finance, ça ne marche pas comme ça. Quand vous n'avez pas d'argent, vous payez tout, les découverts, les agios, les frais d'incident, vous faites gronder, etc. Quand vous avez plein d'argent, votre carte bancaire elle est gratuite à vie, tout, on vous donne même de l'argent. On vous donne même de l'argent. C'est incroyable, on n'a pas une égalité de traitement. En fonction d'où vous veniez, en fonction de qui vous êtes, on va vous faire soit payer, soit pas payer. Mais moi, quand je fais mon plein d'essence, le pompiste, il ne me demande pas si je suis cadre, si j'ai de l'argent, j'en ai pas, je paye exactement le même prix. Et bien dans la finance, non. Dans la finance, vous avez de l'argent, vous ne payez rien, vous n'en avez pas, vous payez tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut immédiatement éliminer parce que sinon, vous créez de l'exclusion. Et si vous créez de l'exclusion, vous créez de l'injustice, et quand vous créez de l'injustice, vous êtes obligé de rajouter de la solidarité. On doit être responsable dans son service. On doit être responsable dans son service, on doit être responsable également dans ses tarifs, parce que les services qu'on doit fournir, ça doit être des services essentiels. Si vous regardez, si je m'intéresse juste au domaine de la banque, si vous regardez votre convention de compte, vous êtes bardé d'assurances, vous ne savez même pas ce que vous avez. Vous avez des assurances perte de clés, vous avez des assurances prix de mobile, vous avez des assurances, etc. Ça vous sert juste à rien. Retour à l'essentiel, retour à la case de départ, de quoi j'ai vraiment besoin. Et moi, c'est ça dont je suis parti. Je suis parti de la page blanche et du besoin pour créer le compte nickel. Ensuite, dans notre propre fonctionnement, également, on a un devoir, parce qu'à partir du moment où on vend un service, on doit vendre le meilleur service au meilleur prix, j'ai envie de dire. Donc dans notre propre organisation et dans notre propre fonctionnement, on a un devoir, c'est de simplifier cette organisation, d'arrêter ces modèles complètement pyramidaux, où il y a un chef tout là-haut qui ne voit jamais rien, des sous-chefs en dessous qui passent leur temps à passer le bébé, et Norbert en bas qui bosse. Voilà. Moi, je pense que maintenant, il va falloir arriver dans des modèles un peu plus transversaux, où il va falloir aussi un peu, comme on dit, qu'on remonte les manches, et que chacun commence un peu à voir l'ensemble de la palette sur quoi il travaille. Et de façon générale, si je devais trouver une phrase pour dire c'est quoi être responsable dans une entreprise, eh ben en fait, c'est de vendre un produit ou un service qu'on vendrait soit à ses parents, soit à ses enfants. Et à partir de là, si vous vous dites, il n'y a pas de problème, je pourrais le vendre à mes parents, il n'y a pas de problème, je pourrais le vendre à mes enfants, à partir de là, il y a des grandes chances que votre système, à la base, soit responsable. Un autre point qui est important dans le mode d'emploi de la finance 3.0, c'est l'universalité. Et ça doit être inscrit dans le génome de l'entreprise sociale et solidaire, si on a envie de l'appeler comme ça, ou de l'entreprise finance 3.0. Ça doit être pour tous et sans distinction. Ça, je pense qu'on est tous des êtres humains et je pense qu'on a tous le droit au même respect, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, et en particulier dans la banque. Et enfin, sur l'économie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut aussi apprendre à s'adapter à l'économie réelle. On ne peut pas se permettre d'en faire l'impasse. On a des bénévoles, mais des bénévoles, ça travaille tout le temps. Est-ce que c'est reproductible? On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. L'eau est payante, l'amour bientôt. Donc il va falloir, vous vivez avec des salaires, vous payez des crédits, vous payez des loyers, vous faites des cadeaux à vos enfants, vous mangez. On a besoin de cette économie. Il ne faut pas se boucher le nez et se laver les mains en regardant cette économie. Il faut l'utiliser, mais il ne faut pas la corrompre, il ne faut pas la pervertir. Il faut un point important, c'est qu'il faut sortir de ce diktat, et on est tous coupables et on est tous responsables du low cost. Vous savez, le bas prix, là, où on cherche tout au bas prix, parce que c'est ce bas prix qui a fait que, tout d'abord, on s'est amusé à sous-traiter un peu partout sur la planète, à délocaliser, comme on dit. C'est ce bas prix que nous-mêmes, on a cherché, parce que, vous comprenez, c'est 2 fois moins cher, donc on peut en avoir 2 fois plus. Ce bas prix, finalement, il y a un moment où il n'a plus du tout, il n'a plus aucune référence. Moi, quand j'achète un lecteur MP3 à 5 €, je me demande comment c'est possible, surtout quand j'enlève la TVA. Et c'est cette obsession du low cost qui fait que des petits gamins de 5 ans font vos iPhones, mon iPhone, d'accord? Ils en font 50 dans la journée pour un beignet. C'est cette obsession du low cost qui a donné ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut sortir. Il faut sortir de ce diktat et de cette hypnose collective. Moi, je serais plus d'avis à faire un fair cost, si on veut parler anglais, ou un prix juste. Les choses, elles ont un prix, ça doit être vendu. On doit avoir un profit, il doit être raisonné, il doit être justifié, et il doit être assumé. Et finalement, une fois que j'avais déroulé tout ça, et une fois que je m'étais aperçu que j'avais écrit euro à l'envers avec les premières lettres, et je me disais, finalement, je fais tout à l'envers, je me suis dit, mais en fait, on est en train de revenir aux modèles initiaux. On est en train de revenir au modèle où on faisait un profit raisonnable sur un service vendu ou rendu. Alors, est-ce que ça marche, tout ça? Est-ce que tout ce que je viens de vous dire, ça marche? Je peux juste vous dire une chose aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 9 mois que le compte nickel est sorti. On est à 56 241 clients et certainement un petit peu plus. Qu'on a été de 18 à 98 ans, que l'âge moyen est de 40 ans. Et quand j'ai regardé nos clients sur ces 56 000 clients, qui ils étaient, je m'aperçois que pour un tiers, c'est des employés. Première surprise. Pour un autre tiers,
c'est des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus accès à la banque, qui sont complètement demandeurs d'emploi, interdits bancaires, etc. Et je me suis dit, finalement, dans ces deux tiers-là, j'ai mon côté social. Voilà, à 2 tiers, je suis sûr que je suis social. Et puis dans mon dernier tiers qui me restait, et ben là, je vois une myriade, un panel d'utilisations diverses et variées qui vont aussi bien du cadre, du fonctionnaire, des artisans, des entrepreneurs, des seniors également, des retraités et des plus jeunes. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça la finance 3.0 et c'est ça que ça donne à la fin. Et si la première question de cet exposé était économie sociale et solidaire, c'est possible? Ma réponse aujourd'hui, si je veux finir par une réponse, c'est que oui, c'est possible. Je vous remercie.